Lanterne. On y va, on y va. Marche pour l'égalité contre le racisme. Ah bon? Toi tu marches pour l'égalité contre le racisme? Ah bon? Ah bon? Ce n'était pas de mon ressort. Moi, à quel titre j'allais leur donner des leçons, je ne sais pas. Et Jamel a vraiment été le pilier. Jamel, c'est... Déjà, il était un peu leader dans son quartier, il était apprécié. Et c'est lui qui a permis la cohésion du groupe des jeunes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire république. Je ne savais pas ce que ça voulait dire député. Je ne savais pas ce que ça voulait dire représentativité. Je ne savais pas tout ça. Ces mots, pour moi, ils étaient inconnus dans mon langage, dans la culture de mon langage. Au début, c'est la peur, c'est le doute, et petit à petit, les marcheurs, ils se révèlent, ils s'accomplissent, et il y a des sourires qui apparaissent, malgré les traumatismes, la violence, parce que là, il y avait une violence en eux, qui était très forte, parce qu'ils avaient vécu des choses trop violentes, et on portait un message de fraternité, de paix, parfois pour certains, c'était trop dur. Non, mais quand même, on va les prendre pour des cons, etc. Parce que jeunes adultes qu'on étions, on avait senti très vite qu'on n'avait pas les mêmes droits. Pour un gamin qu'on pouvait attraper à chaparder dans un véhicule, la fameuse poste cassette, le fameux poste radio de l'époque, il fallait 6 mois, 1 an, alors que d'autres, pour des meurtriers, on va dire ça comme ça, vous n'avez quasiment rien. L'événement incroyable qu'a constitué en France cette marche pour l'égalité et contre le racisme, l'importance qu'elle a revêtue, les revendications qu'elle a mises dans la lumière, la visibilité qu'elle a, pour la première fois, offert aux enfants d'immigrés et de manière générale aux habitants des quartiers populaires. Pour la première fois, leur vécu, leurs histoires, leurs revendications ont été au centre d'un récit national 3 mois durant. Le voile était aussi levé sur une succession de crimes impunis ou passés sous silence des médias et de l'opinion publique. Ils et elles se souviennent aussi sans doute de l'accueil et de l'écoute qui a été réservé à cette marche tout au long de sa progression. À chaque étape, ses rangs grossissaient, alimentés par la légitime aspiration et l'espoir de voir la société française reconnaître l'égalité des droits de toutes les femmes et de tous les hommes qui la composent. De ce fait, cette grande marche fait partie intégrante de l'histoire de notre nation. Et je pense pouvoir dire, sans trop m'avancer, que si nous sommes toutes et tous présents aujourd'hui dans cette salle, c'est parce que nous partageons la même envie, la même soif d'égalité et d'un monde plus juste et plus solidaire que celle qui l'a animée il y a 40 ans. 40 ans après l'arrivée à Paris de la marche pour l'égalité et contre le racisme, il est à nos yeux plus que jamais essentiel que ces espaces de parole et d'échange permettent de revenir sur ce qui a poussé les marcheurs à s'élancer en 1983 sur les routes de France. Il est essentiel d'entendre raconter de la voix de ceux qui ont participé, ceux qui les ont animés,
mais aussi ce que cette marche a, selon eux, révélé. Et il est tout aussi essentiel de mesurer l'ensemble de ce moment, de ce que ce moment important de l'histoire de notre pays a été et comment il a contribué à façonner la société d'aujourd'hui. C'est ce que propose ce colloque populaire, initié par l'association Les Oranges, auquel la ville de Nanterre a immédiatement souhaité apporter tout son soutien, convaincu que cette marche a beaucoup à nous dire et à nous apprendre 40 ans après. Tu as peur de moi, c'est Allô. Comment il faut avec Marine, s'il te plaît? Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, on va reprendre notre travail. Oui, on tient plus. Bonjour. Bien, je vous propose qu'on reprenne le cours de notre colloque, les amis. Je crois qu'on est tous contents de se voir. Mais vous inquiétez pas, il y a une fiesta après. On va avoir tout le temps de... On va regagner nos chaises. Oui, il y a un plan de table. Je suis à côté de Yannick Lagarde. Le meilleur. Je fais la garde. T'as vu comment la réception est... Donc, tu vas voir. Vous avez pris des contacts des personnes? Comment? Ah, venez. C'est improvisé, ça. C'est ça la marche. Merci. Je crois que j'aurais été dans la marche, ça serait jamais arrivé. Non. C'est bon. Nous travaillons essentiellement avec la culture, le théâtre, et nous avons fait une création qui s'appelle 17 octobre 1961, je me souviens, qu'on joue dans toute la France. Et évidemment, si vous le souhaitez, parce que ça ne se fait que par réseau, eh bien, on la jouera encore, parce qu'on doit aller à Nancy, à Lyon et ailleurs. Donc voilà, pour vous dire aussi, c'est aussi l'occasion de dire, je remercie tous les amis qui se sont déplacés de Charleville-Mézières. Un grand merci à eux. Ceux de Reims, ceux de Lyon et même de Valence. Voilà, parce que c'est important. Ah, ils sont là. Non, mais c'est important, cette amitié, ce réseau qui sont toujours fidèles, parce qu'il n'y a pas que la banlieue parisienne, il n'y a pas que la Paris, il y a aussi ce qui se passe ailleurs, et c'est important de garder des liens entre nous, parce que cette affaire, c'est une affaire nationale, c'est une affaire mondiale, cette affaire du racisme, cette affaire de la hagra. Voilà, je l'ai dit, la hagra, vous le savez, j'aime bien ce mot. La hagra, c'est pour moi c'est l'injustice mélangée avec l'humiliation. Et parce que ce qu'on a vécu, ce qu'on dit très peu, vous savez, on peut vous assassiner, on peut vous blesser, etc. Mais l'humiliation, c'est quelque chose qui reste dans le cœur et dans la tête. Voilà, et c'est au quotidien. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus en introduction. Et maintenant, nous allons démarrer sans plus tarder avec nos intervenants, nos invités. Donc, première table ronde. Pour des crimes qui avaient lieu en France à quelques kilomètres de chez eux. C'est ce qui me révoltait le plus. Et je ne comprenais pas qu'on se sente aussi peu concerné par ces crimes.
Alors, je pense tout simplement que la plupart des Français n'avaient pas encore compris que la population qui avait émigré du Maghreb, d'abord comme force de travail, et qui vivait généralement regroupée en périphérie des villes et de la vie sociale en général, ils n'avaient pas compris qu'ils faisaient d'ores et déjà partie de la nation française. Les enfants étaient scolarisés dans les écoles de la République, les parents maîtrisaient déjà le français ou continuaient à l'apprendre selon. Les hommes travaillaient à l'usine pour la plupart, et donc ils allaient rester en France et devenir une des composantes de notre population, comme avant eux les Italiens, les Arméniens, les Polonais. Mais à la charnière des années 80, cette réalité-là n'était pas encore comprise par tout le monde. Elle n'était pas encore admise et encore moins par certains digérée. Et donc, certains Français se croyaient autorisés à tirer au fusil sur un jeune qui les dérangeait. Et la plupart des autres étaient juste indifférents à ces drames. Alors moi, je me dis qu'un homme qui tue, des médias qui passent ces crimes sous silence, la justice qui les déqualifie en délit, les affaires passées simplement en correctionnel, une opinion à peine ébranlée par une telle criminalité, tout cela montre que la population venue du Maghreb n'était tout simplement pas reconnue. Était comme... elle ne fait pas partie de... Elle n'est pas des nôtres, en clair. Et pour moi, c'est vraiment cela que la marche a changé. En 50 jours, par notre tranquille détermination, nous avons montré aux Français moyens que les enfants des travailleurs immigrés, qui étaient donc jusque-là réduits à leur seule fonction économique, comme un vulgaire parc de machines finalement, donc cette population politiquement invisibilisée, eh bien nous leur avons montré que ces enfants étaient comme les leurs, comme leurs propres enfants, avec les mêmes désirs qu'eux de se former, de travailler, de fonder une famille pour être reconnus, pour faire honneur à leurs propres parents, pour avoir tout simplement de quoi vivre. Et par nos rencontres quotidiennes avec les Français des villes et des villages, qui ont donné lieu à des moments exceptionnels, et je tiens vraiment à dire, à rappeler ces moments exceptionnels qui ont permis justement à Farouk, je pense à lui précisément, à Farid, les deux Farid, Arar, Farid Lazare, je pense à Bouzid, je ne les cite pas par hasard, à Patrick. Je pense à ces moments dans la vallée du Rhône, vraiment, ça a été l'occasion de dire et de redire tout ce vécu de violence quotidienne, subie. Et vraiment, ça a été aussi ça, la marche, la possibilité de dire et de libérer une émotion qui devait être entendue. Eh bien, par la médiatisation aussi qui a été faite, surtout après la défenestration d'Habib Krimzi, il y a eu un changement d'image qui s'est opéré, car un doute a instillé dans les esprits de ceux qui pensaient, jusque-là, que les méchants, c'était les jeunes des cités, versus les gentils Français. C'est ça que ça a opéré la marche, ce changement d'image. Alors en psychologie, on sait qu'on ne change pas les croyances par des discours. Nos croyances à tous, inconscientes, parfois en contradiction avec notre raison, elles sont toujours profondément ancrées, malgré nous, et elles sont à la source de nos comportements. Et ces croyances, elles ne sont pas du tout de l'ordre de la raison. Et c'est donc plutôt une autre expérience émotionnelle qui va pouvoir les bousculer. Parce qu'un doute s'insinue dans le cerveau qui va permettre de faire bifurquer un chemin de pensée. Et je crois que la marche, par son caractère extrêmement authentique, parce qu'elle était un cri du cœur, elle a permis d'insinuer le doute dans le cerveau des personnes dont les croyances étaient encore peut-être teintées de peur. Donc dans les têtes, la guerre d'Algérie, elle était encore assez présente. D'ailleurs, on le voit dans le reportage, et ce mot qui me revient dans la tête, où j'étais désigné comme le petit Félaga.
et pas que moi d'ailleurs, tous ceux qui étaient plus ou moins basanés. Même Jean-Pierre Achour, qui était un ami à moi, du même âge, qui venait aussi d'Algérie, du côté de Constantine, et on habitait le même quartier, et il avait droit, lui aussi, au même mot, petit Félaga. Voilà, j'ai grandi un peu dans cette ambiance, et je deviens jeune adolescent, 17-18 ans, et les relations conflictuelles avec la police commençaient à se tendre de plus en plus. Donc forcément, on répondait aussi de notre manière, c'est-à-dire qu'on ne se laissait pas marcher sur les pieds, on allait constamment aussi en conflit avec eux. Mais on a vite aussi compris qu'on rentrait dans un cercle dans lequel on savait qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Et au printemps 83, il se passe une grande révolte qui a duré une journée entière, et il y a eu énormément de blessés. C'était le fameux 21 mars 1983, et c'est à ce moment-là, dans ces périodes-là, que j'ai commencé à croiser Christian Delorme, Jean Costil, mais beaucoup Christian Delorme, parce que déjà, jeune prêtre de Saint-Fond, il s'inquiétait des situations qui pouvaient dégénérer dans ces quartiers. Et d'ailleurs, je me souviens même d'un épisode où on sortait de la piscine municipale, et comme on refusait les contrôles continuels, on a eu droit à un affrontement violent dans une cafétéria où on était à peu près une dizaine, et certains se sont fait mordre par le chien, je pense à Farid Lazare aussi, d'autres ont eu les bras cassés, et on nous a amené tout ça comme ça dans le panier à salade dans le commissariat local, et Christian Delorme le soir même a été appelé, il a fait le déplacement pour s'inquiéter de la situation de ces jeunes, et voilà. Donc on avait compris qu'il fallait quand même faire quelque chose, s'organiser et répondre de manière non violente. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que à cette époque-là, on parlait beaucoup de la non-violence à travers des reportages télévisés, des films, notamment, je pense à cette fameuse petite série qui passait à l'époque à la télévision, qui était la série sur Martin Luther King. Et on regardait ça tranquillement, et Christian Delorme aussi, avec ses cassettes VHS qui venaient à la Maison des Jeunes de la Culture, nous diffuser ce genre de film, et qui était un militant actif sur la question de la non-violence. Mais moi, faisais partie d'un groupe de jeunes qui n'étaient pas très disposés à cette époque-là à essayer de répondre à de la violence par la non-violence. Je disais souvent à mes copains, finalement on ramasse des coups de manière permanente et on ne peut même pas sortir de notre quartier, finalement œil pour œil, dent pour dent. Et je remercierai jamais assez Christian d'avoir su il a pris le temps de me convaincre que c'était une voie qui pouvait nous mener à la catastrophe, et qu'il fallait plutôt suivre la loi de la non-violence, et pour ça il se proposait de nous aider à nous organiser sur ces questions-là. D'ailleurs, la grève de la faim, elle venait suite à la bataille qui a eu le 23 mars 1983. Donc tout de suite après, tu t'en souviens, Patrick, pendant 10 jours, une dizaine de jeunes ont décidé de faire une grève de la faim pour dire stop, ça suffit, ce type de situation, ça devient de plus en plus violent, et on avait peur aussi pour nos vies. Et on s'est pris doucement au jeu de ces initiatives non violentes, parce que après la grève de la faim, il y a eu un sitting devant la commune de la ville pour protester sur un certain nombre de choses, et notamment sur les violences et les brutalités policières, et ce racisme qui était fort à cette époque-là. Donc il y a eu ce drame le 20 juin 83 où Toumi ramasse une balle. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais déjà, avant ça, l'idée de lancer une grande initiative non violente à travers la France pour dire que nous existions, pour dire que cette jeunesse qui vient des anciennes colonies, elle a le droit aussi à la vie dans ce pays, et elle a le droit au respect, et elle a le droit à l'égalité, à tout point de vue. En fait, on voulait simplement, on voulait interpeller cette République dans ses valeurs, égalité, fraternité, solidarité, voilà. Donc,
cette idée de marche, elle était déjà dans les têtes. Et le 20 juin, le lendemain, était actée l'idée de traverser ce pays pour dire que nous existions, pour dire que nous avions le droit de vivre comme tout le monde, pour dire que vous devriez nous traiter de la même manière que tous les autres citoyens de ce pays. Alors, une fois que l'idée de la marche avait été actée, eh ben, il fallait la préparer. Ce qui permet, soit dit en passant, de planter une écharde ou un gros clou dans, encore une fois, cette mythologie nationale républicaine qui voudrait nous faire croire que la France a toujours été, au moins depuis la Révolution française, une grande terre d'accueil. Sauf à mésuser radicalement du terme, il me paraît évidemment absolument difficile et obscène de qualifier d'accueil la façon dont ces Français musulmans d'Algérie ont été ghettoisés et, forgeons un néologisme, bidonvillés. Je commencerai par quelques remarques sur la commémoration. Commémorer, c'est se rappeler, et commémorer, c'est se rappeler ensemble. Il y a des commémorations, célébrations, dont j'aurais tendance à dire qu'elles sont aussi des commémorations enterrements, où il s'agit effectivement de prendre acte de ce qui a été, sans que ce prendre acte de ce qui a été n'engage en quoi que ce soit ceux qui prétendent commémorer. Je pourrais donner quantité d'exemples, celles et ceux qui commémorent les valeurs de la République et les valeurs de la résistance, lors même qui liquident, lorsqu'ils sont au pouvoir, et les valeurs de la République et les valeurs de la résistance. Relativement au thème qui nous réunit, peut-être rappeler qu'il y a des initiatives, si j'ose dire, similaires, mais où sont invités des représentants de SOS Racisme, c'est-à-dire des représentants de l'organisation mise en place par qui, vous savez, dont la fonction a été de liquider, d'invisibiliser et de marginaliser définitivement, ou au moins pendant très longtemps, la marche de celles et ceux qui s'étaient auto-organisés de façon indépendante, libre, à l'écart des grandes formations politiques et à l'écart des grandes formations politiques et syndicales, parce que ces grandes formations politiques et syndicales, sur le fond et à l'époque, n'avaient strictement que faire de la situation de celles et ceux qui étaient déjà victimes de discrimination systémique. C'est évidemment pas le cas de ce colloque-là aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un colloque commémoration qui n'engage à rien. Il s'agit évidemment, comme on dirait aujourd'hui, d'un colloque citoyen, comme si le terme de militant était devenu un gros mot. Un colloque donc politique, assurément, où il ne s'agit pas simplement d'apprendre l'histoire. Sur le fond, c'est à la portée d'à peu près n'importe qui d'apprendre l'histoire. Encore faut-il, assurément, qu'il y ait des instituteurs, des enseignants pour apprendre toute l'histoire et pour apprendre aussi cette histoire qui, effectivement, jusqu'à présent, n'est pas forcément dans les manuels scolaires et quand bien même elle la serait, qui n'est pas véritablement enseignée. Apprendre l'histoire, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi, me semble-t-il, apprendre de l'histoire. C'est-à-dire être capable de tirer des enseignements de ce qui s'est passé il y a longtemps. Quelques remarques sur le contexte. Parce que, comme d'autres, j'ai retrouvé les déclarations d'un certain nombre de dirigeants du Parti Socialiste. Comme beaucoup ici, nous avons eu énormément d'illusions sur la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle du 10 mai. Nous avons eu beaucoup d'espoir et d'illusions sur le fait que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Parti Socialiste était majoritaire seul à l'Assemblée nationale. Que Olivier Faure verse une larme. Rappelez quand même qu'en janvier 1983, un Premier ministre de la République socialiste, à l'occasion des grèves de l'automobile, considérait que ceux-là, ouvriers d'origine maghrébine, algériens, marocains, tunisiens, engagés dans une grève pour les revendications ouvrières, appartenaient à une tradition politique et religieuse extérieure au mouvement ouvrier français. Pierre Mauroy, pour ne pas le citer. Rappelez qu'en 1984, un Premier ministre de la France, jeune, sémillant, pro-jeune Premier ministre de la France,
osé déclarer que le Front National posait de bonnes questions, mais apportait de mauvaises réponses. Laurent Fabius, pour ne pas le nommer. Rappelez quand même aussi que en décembre 1980, le micro, un bulldozer à Vitry rasait, s'attaquait à un foyer de travailleurs immigrés et que des militants du Parti communiste participaient à cette affaire. Et rappelez que très courageusement, entre autres, il n'était pas le seul, mais Étienne Balibar a publié immédiatement un texte dénonçant le racisme de la direction du Parti communiste, ce qui lui a valu d'être immédiatement exclu. Je rappelle ça parce que il me semble que, contrairement à une certaine mythologie des gauches politiques et syndicales, la réalité n'est pas d'abord et avant tout la solidarité avec, hier, les colonisés et immigrés présents en France, avec les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale. Rappelez que Simone Veil, en 1938, la philosophe, première établie qui abandonne l'enseignement de philosophie pour s'engager et devenir ouvrière, écrit rapidement et très vite qu'elle a honte de la gauche et des organisations syndicales notamment, et cette honte est liée à quoi? Cette honte est liée à ce que cette gauche-là, à l'époque, non seulement ne menait plus un combat véritablement anticolonialiste et anti-impérialiste, mais s'accommodait fondamentalement des discriminations systémiques qui déjà frappaient celles et ceux qui étaient en France et qui venaient des colonies. Donc je me présente, je m'appelle Assetou Cissé, je suis la grande sœur de Mahamadou Cissé, qui a perdu la vie à l'âge de 21 ans. Donc mon frère aura 21 ans pour toujours. Il a été assassiné ce 9 décembre 2022 par un ancien militaire de l'armée française, ancien harki, ancien voisin depuis près de 20 ans. Ce 9 décembre, mon frère était en bas du quartier avec ses amis, ils discutaient. On était en plein tournoi de France, donc il est sorti pour aller voir le match de foot. Il a fait une passe au quartier, ils discutaient, on est en plein mois de décembre, il faisait froid, ils se sont réfugiés dans l'immeuble où on avait vécu près de 20 ans. Ce voisin habitait au rez-de-chaussée. Ce jour-là, il rentre dans l'immeuble, il était agacé, énervé, il parlait tout seul. Donc quand ils ont vu cette réaction, ils sont sortis de l'immeuble. Il leur a tout de suite demandé de quitter les lieux. Ils sont sortis, ils étaient à l'entrée. Cet homme va rentrer chez lui, va revenir une seconde reprise, leur demandant de quitter le quartier. Et mon frère et ses amis lui répondent qu'ils faisaient absolument rien de mal et qu'ils étaient juste en bas en train de discuter. Donc il va rentrer chez lui. Il va s'emparer de son arme. Vous imaginez que son arme ne se trouve pas sur la table à manger. Son arme est rangée. Il va sortir cette arme de son boîtier. Il va prendre le soin de le charger. Il va mettre 15 balles. Donc vous imaginez la détermination qu'il faut pour mettre une balle, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, 11, 12, 13, 14, 15 balles. Il y avait simplement 4 jeunes. Il sort de chez lui, armé, aucun danger, il n'y a personne dans le hall. Il s'avance et se dirige vers l'extérieur. Il voit mon frère et ses amis. Il va les braquer. 2 vont prendre la fuite et se cacher derrière une barricade. Il va rester mon frère et son ami. Mon frère va tenter de le calmer, parce que c'était notre voisin, il le connaissait. Ce qu'il ignorait, c'est que cet homme était déterminé. Cet homme avait prémédité son acte. 10 jours avant, il en avait parlé à un voisin. Donc il ne s'agit pas simplement d'un meurtre, ni d'un assassinat, mais c'est une exécution. Donc il va tirer 2 balles dans le thorax de mon frère. Mon frère va s'écrouler. À l'agonie, il va mourir suite à ses blessures.
Pourquoi aujourd'hui nous sommes là à se battre pour réclamer justice pour mon frère? Parce que tout le traitement médiatique, juridique qui va être fait sur notre dossier va être scandaleuse, honteuse. Donc vous avez dans un premier temps les médecins qui vont nous mentir, qui vont nous dire que mon frère est encore en vie au bloc opératoire en train de se faire opérer. Aujourd'hui, nous avons eu l'acte de décès. Nous nous rendons à l'hôpital, il est 22h30. Un article sort à 22h27 qui va indiquer la mort de mon frère. Donc on va être au courant via des articles de presse. Pas élogieuses, je suppose. Vous devez le savoir. Vous avez cet hôpital, ces médecins qui vont nous dire qu'il est au bloc opératoire, que sa vie est en danger, mais qu'il tente de le sauver. Aujourd'hui, nous avons eu l'acte de décès. Il est indiqué que mon frère est décédé à 22h05. Donc quand à 30, nous sommes là-bas et que nous demandons des réponses, qu'est-ce qui se passe, et qu'on nous ment droit dans les yeux, c'est honteux parce que ce sont des médecins. Ensuite, vous avez la police. Quand on va porter plainte, déjà, dans un premier temps, ils vont refuser de prendre ma plainte. Je vais insister, et je vais être reçue par une commissaire qui est complètement déconnectée de la réalité, qui va me parler de circonstances atténuantes, qui va me parler de poubelles brûlées, parce que le Maroc avait gagné ce soir-là, de riverains qui étaient en colère, parce qu'il y a eu des émeutes. Donc je vais être choquée de ces propos, parce que, encore une fois, je rappelle que nous sommes les victimes, et je ne comprends pas en fait ces allusions de ce qui s'est passé dans la cité avec la mort de mon frère. Je vais comprendre plus tard que j'ai face à des policiers qui vont aller contre cette enquête et qui ne vont pas nous faciliter les choses et qui vont nous cacher ce qui s'est passé. Parce que quand je me rends là-bas et que je pose des questions et que je veux savoir ce qui s'est passé et qu'on me renvoie tout de suite vers un avocat, alors que l'assassinat de mon frère venait juste de se dérouler, on va me dire qu'ils n'ont aucune information, aucun rapport, que ce soit des policiers, des pompiers, des médecins, que l'enquête est partie dans une autre juridiction à Reims et qu'ils n'ont rien. Je vais m'apercevoir après, dans les médias, qu'il y a eu la télévision à ce moment-là. Donc les policiers ont été accompagnés de journalistes à l'arrestation de cet assassin. Donc revoir ces images quelques mois plus tard a été terriblement choquant pour nous. Ensuite, vous avez le procureur qui va prendre la parole quelques jours après la mort de mon frère. Il va parler pendant plus de 10 minutes, où il va relater les faits selon la version du meurtrier. À ce moment-là, il y avait déjà des versions des témoins, directes. Mais il va simplement prendre la version du meurtrier. Il va comme humaniser cet assassin, en donnant des détails de sa vie, jusqu'à la journée qu'il a passée ce jour-là, qui revenait d'une journée de pétanque. Mon frère, il va simplement énoncer son nom, prénom, son âge et son adresse qui n'était même pas la bonne. Vous imaginez un procureur de la République. Il va prendre la parole devant des journalistes et il va salir le nom de mon frère. Il va salir l'honneur de mon frère. Et mon frère, d'après la justice, d'après ces médias, il va être vu comme le criminel, comme l'accusé. Et en fait, le traitement qui va être fait, c'est que on va se demander si mon frère avait le droit de vivre. On ne va pas se demander pourquoi cet homme a fait ça. On va se demander pourquoi mon frère était là. Pourquoi est-ce qu'il avait le droit de vivre? Et c'est terrible de se poser cette question.
des expressions qui a été retenue par Farid Lawa. Il explique, je crois que c'est lui, dans le documentaire, qui est magnifique, il explique que ce moment-là, cette marche, c'est ce moment où il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous sommes français. Et c'est un point de rupture. C'est l'une de ces ruptures. Parce que je pense qu'il y en a une deuxième, au moment de cette marche. La deuxième rupture, c'est qu'on se rend compte à ce moment-là que l'un des discours qui résulte de la Révolution française, le discours sur l'universalisme, le discours qui consiste à dire « nous, les hommes, déjà on oublie la moitié de l'humanité, naissent et demeurent libres et égaux en droit », que ce discours, s'il consiste à dire, à partir du moment où on se contente de dire ça, eh bien, et qu'on nie toutes les différences, qu'on nie toutes les discriminations réelles, à partir de du moment où on se contente de dire ça, eh bien, c'est comme ça qu'on va finalement en finir avec les discriminations. Ce discours ne fonctionne pas. Et je pense que cette marche-là, elle a été aussi une rupture sur ce point. C'est de montrer que ce discours ne fonctionnait pas. Et qu'il fallait un autre discours sur l'universalisme. Et cet autre discours, c'était de dire maintenant il nous faut l'égalité réelle. Il manque la deuxième partie de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette deuxième partie qui consiste à dire qu'il ne peut y avoir de distinction sociale que pour l'utilité commune. Et cette deuxième partie, elle consiste à dire que finalement l'universalisme, c'est pas quelque chose de fixe. C'est un horizon qu'on doit en permanence renouveler. On doit en permanence marcher. Que finalement cette marche, elle ne s'arrête jamais. Et que si l'on considère que c'est quelque chose de fixe, évidemment ça ne fonctionne pas. Ça c'est ce premier point. Et ce premier point, moi je le vois également à l'égard d'une deuxième phrase que j'ai entendue cette fois dans la bouche de Toumi Tchaïtia. Il dit à un moment, nous on est non-violents. Et c'est notre non-violence qui fait notre force. Jusqu'à la mort, l'assassinat raciste de Habib Ghrebsi. Et là, il dit, et je l'entends, j'abandonne la marche. Il y a une forme d'impuissance qui arrive. Moi je crois en la non-violence, je crois qu'on peut marcher, je crois qu'on peut tous marcher et qu'on va y arriver. Et en fait, ce que je vois, c'est que ça continue. On est très exactement à cet endroit-là, nous tous, aujourd'hui. On y a cru. Et en réalité, ce que vous racontez, ce que je vois tous les jours, en fait, c'est-à-dire des personnes qui sont tuées par la police parce que noirs et arabes. Et il faut le rappeler, hein, c'est parce qu'ils sont noirs et arabes qu'ils sont tués. Pas parce qu'ils se confrontent à la police, mais c'est parce que leur origine, leur couleur de peau, leur apparence et leur histoire, et l'histoire de la France, font que ces policiers tuent à ce moment-là. Et évidemment, nous pensons à Naël qui a été tué. Qu'est-ce qui explique, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un policier qui a une arme, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il est face à Naël? Pourquoi est-ce qu'il va appuyer sur la gâchette? Alors évidemment, c'est la justice, c'est à la justice de le dire. Et souvent, et c'est un des discours qui va permettre d'éteindre et d'invisibiliser les victimes de violences policières, c'est de dire laissons faire la justice. Moi, je suis avocat. Je peux vous dire que, évidemment, que je peux entendre et évidemment que je peux dire également que la présomption d'innocence est quelque chose d'important. Encore faut-il que la présomption d'innocence, elle soit respectée par tout le monde. Quand vous avez un syndicaliste de police sur un plateau de télé qui va vous dire « présomption d'innocence pour le policier », d'accord ? Dans le cadre de ce refus d'obtempérer, mais le refus d'obtempérer, c'est déjà une violation de la présomption d'innocence. On va considérer que Naël et les autres, ils ont commis une infraction à ce moment-là.
Et dès lors, ce policier, il viole la présomption d'innocence en demandant le respect de la présomption d'innocence. Ce qui veut dire que la présomption d'innocence, elle ne vaut que pour le policier et pas pour celui qui a été tué, éventuellement parce qu'il est noir ou arabe. Et ce faisant, il y a déjà une parole discriminante et raciste là-dedans. La présomption d'innocence, ça vaut pour tout le monde. S'auto-organiser. Vos noms sont devenus des noms presque familiers, des noms communs au sens positif du nom commun, et toute mon admiration avant de faire ma synthèse. Et j'espère que oui, quelque part, vous êtes des références et vous êtes des modèles pour notre génération et pour les générations à venir. Et vous êtes des modèles encore vivants et j'espère que vous continuerez à vivre pendant longtemps. Je voudrais revenir effectivement à cet épisode des marches que j'ai pu étudier en tant que chercheur. Ce ne fut pas ma spécialité, mais je pense qu'il est important de revenir à comment elles ont été perçues par la société française, à la fois pour en souligner les éléments d'élan, je dirais d'empathie, mais aussi les profonds éléments d'ambivalence. Et vous l'avez déjà dit. Oui, c'est vrai que la société française a plutôt accueilli ces mouvements collectifs, entre guillemets, issus des quartiers, avec une certaine sympathie, un regard bienveillant. On voit dans ce film des images de paysans, d'employés, de gens, de militants ordinaires de la France, on dirait de la France rurale, semi-urbaine, qui viennent vous accueillir, qui vous donnent le gîte. Et ça, c'est un côté sur lequel vous avez témoigné, que vous pourrez encore témoigner, qui nous rassure. Finalement, cette France profonde, comme dirait Diams, elle n'est pas aussi intolérante qu'on puisse le penser. Et quelque part, cette France profonde, elle est aussi une partie d'entre nous. Mais au-delà de cette vision plutôt empathique, sympathique, pour ces mouvements collectifs, il y a eu aussi un certain nombre d'ambivalences. Peut-être que c'est des ambivalences qui se sont manifestées à l'époque, mais en tout cas, elles apparaissent avec du recul aujourd'hui. Ambivalence peut-être d'une vision romantique, parfois un peu exotique, à l'égard de cette jeunesse des quartiers. Ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont, on disait à l'époque, beurre. Alors le mot beurre, nous à Marseille, on n'aime pas du tout. Comme on dit à Marseille, le beurre, c'est pour faire la cuisine. Ça ne désigne pas une identité sociale, individuelle et collective, et je suis très content qu'on ne parle pas de beurre à Marseille. Mais voilà, il y a une forme effectivement de vision exotique qui n'était pas forcément négative, péjorative, mais qui traduisait peut-être à la fois de la sympathie, quelque peu, on dirait, comme dirait Edouard Saïd, orientaliste ou exotique. Mais il y avait aussi, peut-être pas en 83, mais ça s'est dessiné plus tard, lors, entre guillemets, de la deuxième ou de la troisième marche, en 84 et 85, il pointait déjà un certain nombre d'interrogations, de questions, parfois de suspicions. J'ai retrouvé, en étudiant les archives du Parti Socialiste, où ceux, par exemple, des renseignements généraux, ont s'inquiété du trop grand nombre de kéfiers dans les manifestations de 84. On s'inquiétait, on ne parlait pas à l'époque de séparatisme, ce très vilain mot d'ailleurs, mais on parlait déjà de tendance au repli communautaire. C'était déjà des choses qui pointaient dans le regard des politiques, dans le regard des renseignements généraux, et on s'inquiétait surtout de la possibilité d'un mouvement qui s'autonomiserait par rapport aux partis politiques et aux syndicats. Oui, donc, vision sympathique, mais avec déjà des questions, des interrogations, des aimants de peur pour ce qui pourrait être la formation de mouvements autonomes qui pourraient agir en dehors ou au-delà des partis politiques. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, nuancer, c'est-à-dire sympathie, mais sympathie avec beaucoup de points d'interrogation et des inquiétudes. Deuxième élément qui est totalement lié, la récupération. Y a-t-il eu récupération? Je pense que Christian, Jamel, Marie-Laure sont les mieux placés pour en parler, sont les mieux placés pour apporter probablement aussi des nuances. Je dirais qu'il y a eu plusieurs formes de récupération. Une récupération, je dirais, plutôt bienveillante, même si elle est critiquable avec du recul. Les partis voient ces acteurs autonomes se mobiliser, partir à quelques-uns et arriver à des milliers, admis, voire des centaines de milliers sur Paris. C'est clair qu'ils veulent les récupérer. Je dirais que c'est le jeu normal de n'importe quelle organisation politique de vouloir récupérer ces gens qui ont montré à la France qu'avec aucun moyen, des moyens dérisoires, ils ont réussi à mobiliser cette France, à la conscientiser, à lui faire prendre de nouveau conscience de problèmes que l'on ignorait, le racisme, la violence policière, la discrimination. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est ce que j'appellerais une forme de, entre guillemets, de récupération bon enfant, même si elle ne l'était pas toujours.
Mais il y a eu aussi des formes de récupération symbolique beaucoup plus répressive, celle de détourner le mouvement, de l'encadrer à tel point, et comme le dirait mon confrère ici présent, historien, de l'étouffer d'une certaine manière. Et que de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur SOS Racisme. Il est vrai qu'à l'époque, Julien Drey était un de ceux qui pointait ce qu'il appelait les risques de communautarisme ou de repli communautaire, mais il n'y a pas eu qu'SOS Racisme. Il y a eu une inquiétude beaucoup plus propagée au sein de l'appareil d'État sur l'éventuel, je dirais, développement d'un mouvement qui pourrait s'autonomiser du politique et des partis. Et Julien Drey, un de ses proches m'a dit, il avait peur d'une chose, c'était ce qu'il appelait le kéfier sur scène. Pour lui, effectivement, les marches ne devaient pas se transformer en kéfier sur scène, selon son expression. Mais j'ai dit, comme dirait Olivier Lacorde droit de maison, mais c'est nous qui se sommes habitués, accoutumés à ce discours, et qui ne sommes même plus choqués quand on voit une chaîne qui émet 24 heures sur 24 développer des thèmes d'extrême droite, écouter, répertorié, transformé, je dirais, et pas transformé, pardon, transmis par des millions de Français. Oui, il y a une séinisation des esprits. Oui, comme dirait notre collègue Pierre Thévagnan et Sylvie Tissot, il y a une épénisation des esprits qui a fini par gagner. Et elle a gagné. Elle a gagné en grande partie le cœur et les esprits de nos compatriotes. Inquiétude aussi quand je vois la banalisation des violences, et notamment des violences institutionnelles et des violences policières, sans oublier, c'est vrai que je suis un enfant, petit enfant de force de l'ordre, mais n'oublions jamais que les violences policières sont d'abord des violences décidées par le politique. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Si la police tue, c'est parce qu'on lui ordonne de tuer. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. Ce n'est pas du tout pour déculpabiliser la police. Mais pour vous dire, pour vous témoigner de l'intérieur de mon propre papa, qui était souvent désolé de l'évolution sécuritaire de la police et de ses collègues, malheureusement, si la police tue, si la police réprime, c'est parce que des préfets et des ministres de l'Intérieur lui donnent l'ordre de tuer. Il ne faut jamais oublier. Développement aussi d'une certaine de mépris médiatique. On parle des banlieues comme on parle vraiment de Bantoustan. C'est-à-dire, là, je vois un vrai recul. Il y avait un vrai humanisme. Il y avait des militants à l'époque de Christian et de Jamel. On sentait qu'il y avait une souffle humaniste dans les années 80-90. Il y a toujours des espaces humanistes. Il y a toujours des souffles humanistes dans la société et des souffles d'humanité. Je sors d'une réunion, c'était avec des catholiques et des protestants, et je peux vous dire qu'il y avait un vrai souffle humaniste qui sortait de chez eux, mais il y a aussi de plus en plus un repli identitaire de notre société. On nous parle de radicalisme et de radicalisation, mais la première radicalisation, c'est celle d'une partie de la société française, ce repli sur une francité mythique gauloise qui n'a jamais existé. Ce purisme, moi, qui m'inquiète profondément, c'est-à-dire l'idée que finalement, c'est racines judéo-chrétiennes, et on oublie qu'on a quand même envoyé des juifs à la mort, mais on parle quand même de racines judéo-chrétiennes, et on oublie surtout que l'Europe a été aussi musulmane, qu'il y a eu une renaissance musulmane, que la culture musulmane a aussi abreuvé notre culture européenne dans le plus sens noble du terme. Et tout ça, nous avons tendance à l'oublier. L'Andalousie, oubliée. La contribution de beaucoup de musulmans à la culture européenne, oubliée. Et ça, je crois que c'est important aussi. Oui, ben oui, nous avons des racines chrétiennes sûrement, mais nous avons plus que des racines chrétiennes, et ça, nous oublions. Je voudrais finir pour dire et m'adresser à vous. Je crois que ce que nous retirons aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une situation inquiétante, c'est vrai. Pour moi, il y a une vraie régression. Je pense que Marine Le Pen peut arriver au pouvoir, que c'est une hypothèse sur laquelle nous pouvons travailler en tant que chercheurs, en tant que sociologues, en tant qu'historiens, mais aussi tout simplement en tant que citoyens. Je crois qu'il est important, effectivement, de ce point de vue-là, de continuer à marcher. Vous, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, vous avez le devoir de transmettre ce sens de la marche et de la faire, de l'effectuer. Nous ne pourrons être que vos accompagnateurs, mais nous laisserons faire. Oui, je pense qu'il faut continuer, comme dirait un des couplets de notre si bel hymne national, mais quand il est chanté par Benzema, ça devient un hymne musulman dans la tête des chants, et non pas un hymne français. Oui, marchons, marchons, continuez à marcher. Et je finirai par un concept que j'ai toujours aimé et que j'emploie souvent, que j'ai employé de l'autre côté de la Méditerranée, puisque je travaille beaucoup sur le monde arabe, qui est celui d'un Palestinien d'Israël qui s'appelle Emile Habibi. Emile Habibi a un très beau concept, c'est celui de peptimisme.
Le pessimisme, c'est quoi? C'est d'être pessimiste parce qu'on est réaliste. Oui, on est pessimiste quand on voit la France d'aujourd'hui. Mais de ce pessimisme, nous en tirons un réalisme qui nous permet d'agir et de voir l'avenir. Alors marchons, marchez, et nous serons avec vous. Je vous remercie. Je crois qu'on peut les remercier toutes et tous chaleureusement. Tous les intervenants, vraiment ils ont été merveilleux et magnifiques. Contribution hors pair, c'est ce qui s'appelle un colloque populaire. Là aussi, il y a ta fille Fatima. Et écoute, moi je voulais te poser une question. J'en profite. Parce que depuis quelques années, tu me parles peut-être d'une potentielle guerre civile. Et je voulais savoir ta position là-dessus. Est-ce que tu penses qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, les ratonnades, qui défilent, est-ce que tu penses qu'il y a une potentielle guerre civile qui nous attend? Merci Fatiha. Donc voilà, la transition est faite. Non mais après on va passer à tout le monde. Au regard de ce qui se passe, au regard de ce qu'on entend, on peut se poser la question de où va cette République. On peut se poser la question s'il n'y a pas des forces occultes dans ce pays qui cherchent à créer des guerres interethniques qui pourraient se traduire aussi par une guerre civile. Et c'est néfaste, une guerre civile, pour ce pays. Le 27 juin 2023, Naël a été abattu volontairement. Ce n'est pas, on va dire, une bavure, parce que la séquence qu'on a vue, elle était bien simple. Un gamin de 17 ans, qui n'avait pas le droit de conduire une voiture parce qu'il avait l'absence de son permis. Au moment où on l'arrête, il ramasse 3 coups de crosse en pleine tête et la voiture a démarré parce qu'elle était en position, elle n'était pas en position parking. Donc son pied s'est levé, la voiture est partie et on entend bien ce discours, shoot-le. Tant que cette police française est infestée par une idéologie d'extrême droite qui se dilue de plus en plus en son sein, tant que l'État a peur d'avoir le courage de réformer sa police, eh ben oui, on voit droit peut-être à une guerre civile dans ce pays, et je l'espère pas, j'espère vraiment me tromper. Voilà. Merci. Merci pour ce beau témoignage et puis ces relais d'héritage entre un père et sa fille. Eh bien écoutez, maintenant, messieurs, mesdames, qui souhaite... voilà. Il y a une question précise et claire qui m'a été posée s'agissant de la possibilité d'établir le caractère racial en matière juridique. Il y a des cas faciles. Je vous parle d'un cas que j'ai traité à l'île Saint-Denis. Un monsieur, pendant le confinement, il est égyptien, il est en situation irrégulière, il saute dans la Seine pour éviter un contrôle de police et éviter d'être expulsé. De l'autre côté, il est attendu par des policiers. Et là, incroyable, on a des voisins, dont un qui est ingénieur du son, qui va mettre son micro à l'extérieur de son jardin, devant la camionnette de police, et on va entendre « Un bico, ça ne sait pas nager ». Encore faut-il avoir eh bien, ce hasard en pleine nuit, pendant le confinement, un ingénieur du son avec son micro professionnel. Là, c'est une question de chance. Et évidemment, on peut se dire, ça se passe si souvent, mais la plupart du temps, on n'a pas les moyens de pouvoir le prouver. Donc c'est une question de preuve. Et encore, à l'audience, alors on a fait condamner les policiers pour les injures à caractère racial, et en première instance pour les violences à caractère racial également. En appel, l'injure à caractère racial a été maintenue, malgré les déclarations de l'avocate générale, et vous voyez que c'est aussi un problème judiciaire et institutionnel, qui a commencé à dire à l'audience que Bico n'était pas une injure à caractère racial. On a quand même du chemin à faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas ça? Quand on n'a pas un micro et quand on n'a pas d'ingénieur? Vous avez, par exemple, tout ce qui s'est passé sur les fameux refus d'obtempérer entre guillemets. Moi, j'aime pas utiliser. Et je vous ai expliqué pourquoi je n'aimais pas utiliser ce terme tout à l'heure. Mais en 2022, vous avez 15 personnes qui sont tuées au volant, ou bien en tant que passager ou passagère. Personne n'a été voir ou dire quelle était leur couleur de peau ou leur origine.
j'ai vu et j'ai regardé tous les dossiers. Il n'y a même pas les médias. J'ai vu et regardé tous les dossiers, ils sont tous noirs ou arabes. Point barre. Les 15. Et évidemment, à chaque fois, il y a soit meurtre, soit violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec arme, par PDAP, plusieurs qualifications, mais jamais l'intention ou la qualification ou la circonstance aggravante raciale n'est retenue. Alors, il y a deux possibilités. Souvent, il y a eu quand même une évolution. Avec l'affaire de Ilan Halimi, par exemple, eh bien, il y a eu une modification du caractère probatoire, c'est-à-dire qu'il y a un partage de preuves. Alors, s'agissant d'Ilan Halimi, le simple fait qu'il y ait eu des propos à caractère antisémite, même si on n'a pas la preuve directe que le meurtre a été à caractère antisémite, a permis de retenir le caractère antisémite et donc racial pour le meurtre. On a également dans l'affaire des contrôles aux faciès. Alors là, c'est une action civile qui a été engagée, organisée, avec des militants et avec Open Justice Initiative, sur des gamins du 12e arrondissement, qui étaient harcelés et contrôlés par la même brigade. Et évidemment, ils ont essayé de démontrer qu'il y avait un caractère racial, et donc il y avait un caractère discriminant dans les contrôles d'identité. Ce que nous, on sait tous, évidemment, mais encore faut-il pouvoir le démontrer. Donc ils ont saisi la justice, gagné finalement en cour de cassation, et là, il y a eu quelque chose de très intéressant qui a été fait par la jurisprudence, c'est qu'il y a eu un partage de preuves. À partir du moment où on montre qu'il y a un commencement de preuve, que les contrôles ne sont pas liés à des raisons légales, et qu'il y a peut-être quelque chose de discriminant, il incombe à l'État, et là on est sur la discrimination institutionnelle, il incombe à l'État d'établir que les contrôles ne sont pas à caractère racial ou discriminant. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de partage de la preuve. Et donc ça facilite la démonstration soit du caractère discriminant, soit du caractère racial. Dernière chose, ce qu'on peut faire sur les refus d'obtempérer, quand vous avez 15 personnes qui meurent la même année, en 2022, et qu'ils sont tous noirs ou arabes, eh bien il faut qu'il y ait un collectif qui s'organise et qu'on saisisse la justice pour montrer comment se fait-il que ces 15 personnes sont noires ou arabes. Et là, vous avez ce type finalement de travail politico-judiciaire qui est fait pour permettre au droit et à la jurisprudence d'avancer dans la démonstration du caractère racial ou discriminant. Merci beaucoup. Venez tous avec nous. Venez tous avec nous. Venez tous, venez derrière. Derrière. Tout le monde venez. Allez, tout le monde avec nous. Allez, il y a de la place pour tout le monde. Allez, tout le monde avec nous, allez. Ouais, Youssef. Bien, Malika. Ça va. Monsieur Halimi. Ah, vous arrivez? Non, je pense qu'il ne veut pas être sur la photo. Boulem. Voilà. Voilà. Donc, on est prêt pour la photo. On est prêt. Sabrina, viens Sabrina. Venez tous ceux qui veulent, venez. C'est pas grave. Allez, tout le monde. Viens Malika. Viens par là. On est au milieu. Le jeune homme là qui nous prend la photo. Léna, t'es sur la photo. Léna, avance. C'est bon. Attendez. Nassima, Nadia, venez. Regardez-moi. Venez. Voilà. Mais sinon, il n'y en a plus. C'est une photo historique.
bon. Merci beaucoup. Oui. D'abord, la restauration. Oui. Ah bah voilà. Bon, bravo. À bientôt. Tiens, voilà, qui c'est qui me fait une photo là? Tiens, jeune homme. Vas-y. Voilà. On était là, Hakimo. C'est très très bien, super.